Ok, alors on va recevoir notre deuxième invité du jour. On va recevoir donc Quentin Verlet. Alors Quentin, salut. Salut, On va faire en français, ça va être plus simple. ouais. Est-ce que d'abord tu veux te présenter succinctement et nous dire ce que tu fais chez Six Monks? Quentin Verlet, je m'occupe chez Sixem aujourd'hui de la gestion de portefeuille et les aspects finances de la société. Et sinon, pour me présenter rapidement, je viens de la finance traditionnelle. J'ai passé 10 ans chez Deloitte. Et il y a 3 ans, on a cofondé Sixem. Voilà. Ok, on va commencer par un truc tout con, mais Six Monks, ça veut dire 6 moines. Est-ce que tu Exact. peux nous expliquer d'où ça vient le nom et comment vous avez trouvé Je ne m'attendais pas à démarrer par ça, mais pourquoi pas. L'histoire derrière, on a notre fondateur et actionnaire principal qui voulait choisir le nom de la société. Il a eu beaucoup de succès d'abord dans l'immobilier et ensuite en crypto. Il a eu la chance de faire partie de l'ICO d'Ethereum notamment, cofondateur de l'Internet Computer. Donc un acteur important du domaine de la crypto. Et quand il a voulu choisir le nom, il a visité une belle propriété en Suisse. Il a trouvé une fontaine à l'arrière de la maison et il y avait 6 moines en rond. Et ça faisait plusieurs semaines qu'on cherchait un nom. Je vais expliquer ce qu'on fait, mais on est très loin de l'univers des moines. Par contre, pour ceux qui ont fait de la crypto, je pense qu'il est important d'apporter un peu de sérénité, un peu. Voilà, il y a certes des événements de bull run et de bear market, mais derrière, il y a aussi des gens qui veulent faire les choses sérieusement, et on s'inscrit dans cette démarche-là. Donc finalement, le nom résonne bien avec ce qu'on fait. Voilà. Ok, très clair. Alors, j'ai cherché un peu ce que c'était Six Monks sur Internet. Et voilà ce qu'on trouve. Premier AIFM agrégé pour les fonds PE, Web3 et crypto. Et si on va un peu plus loin, on a premier gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs agréé au Luxembourg à offrir des services de fonds tiers axés sur le capital investissement. Bref, en gros, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est Six Monks? Oui. Alors, Sixmonk, c'est une société de gestion de fonds d'investissement. Dans l'univers des fonds d'investissement, je dirais il y a 3 grandes familles en Europe. Il y a d'abord les fonds faits à la base pour le plus grand public. Donc, on parle de fonds retail et fonds UCITS, si vous avez peut-être déjà entendu. La deuxième catégorie, c'est les fonds alternatifs qui bénéficient d'un encadrement juridique au niveau européen. Et après, on a tout ce qui est fonds non régulés. Aujourd'hui, en crypto, en Europe, on peut parler qu'il n'y a que des fonds non régulés, mais peut-être une ou deux exceptions. Et en fait, on est effectivement aujourd'hui la première et la seule société de gestion à pouvoir offrir une plateforme de gestion de fonds régulés en crypto-monnaie. Et donc ça, c'est tout à fait novateur. Pourquoi Luxembourg? On est à Luxembourg parce que c'est la plus grande place d'Europe pour les fonds d'investissement. C'est là où il y a une ingénierie, un service pour les fonds d'investissement. Et donc, si on veut apporter à la classe d'actifs crypto le même sérieux, les mêmes professionnels, c'est un peu logique que ça se fasse là où ça se passe pour les fonds d'investissement. Et alors, pour se concentrer un peu sur votre activité, Ouais. donc on a des fonds d'investissement qui rassemblent les fonds des apporteurs de fonds, Ouais. et vous intervenez pour leur apporter la structure autour. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour qu'on comprenne Ouais. Effectivement, la définition d'un fonds d'investissement, c'est finalement la mise en collectif de fonds entre personnes et après le déploiement dans une stratégie donnée. Nous, on s'occupe d'à peu près de tout ce qu'un fonds d'investissement a besoin, à l'exception de définir la stratégie, parce que généralement nos clients viennent avec leur propre stratégie, et tous les autres aspects, on s'en occupe. Donc de manière très très concrète, on va par exemple s'occuper des aspects risk management, compliance, vérifier quand on onboard des investisseurs, on va vérifier l'AML KYC qui est très connu,
mais également les aspects AML sur les actifs qu'on achète. Donc c'est toute la panoplie de services qu'un fonds d'investissement a besoin. Et ça, il est de monnaie courante de le sous-traiter, enfin de le déléguer. C'est-à-dire que les gestionnaires d'actifs, en général, ne font pas ces services-là en interne, ils passent par des gestionnaires de fonds. Il y a une véritable industrie au niveau des fonds d'investissement qui a finalement compris très rapidement qu'il fallait mutualiser les coûts, parce qu'il y a beaucoup de services qu'on fait qu'on est capable de multiplier, d'avoir des économies d'échelle et de rendre la structure plus performante économiquement, donc chargée avec moins de coûts. Et effectivement, c'est très courant dans l'univers des fonds d'investissement d'avoir ce genre de prestataire de services. Par contre, en crypto, ça n'existait pas jusqu'à très peu de temps. Ok. Alors, avant de rentrer justement dans le détail de cette partie Web3 que vous avez réussi à intégrer dans cet écosystème, parlons des défis et notamment de la réglementation à Luxembourg, en Europe sans doute en général, puisque vous dépendez d'une régulation qui est désormais européenne. Six Monks, à combien de temps? Ça fait combien de temps que ça a été créé? Donc on a été enregistré au registre du commerce en 2021, mais on a commencé à travailler sur le projet début 2022. On a passé 1 an pour préparer notre dossier en vue de demande d'agrément auprès du régulateur à Luxembourg. Et on a échangé 1 an et demi avec lui pour obtenir notre licence au mois de mars. Et donc par rapport à ta question sur les fonds d'investissement, et la réglementation. Donc nous, on dépend d'une réglementation européenne qui est applicable en France aussi, qui s'appelle en français, je pense, gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs. Et c'est une directive européenne, donc qui s'applique en Europe, ou à IFMD. Cette licence réglemente le gestionnaire du fonds et pas le fonds en lui-même. Et par contre, la réglementation est complète et donc tous les aspects de la vie du fonds sont réglementés et certaines diligences sont effectuées pour chacune d'entre elles. On en a mentionné quelques-unes avant: risk management, compliance, portfolio management, fund accounting, transfer agent, enfin voilà. Et alors, ça m'intéresse parce que j'ai l'habitude de recevoir des entrepreneurs dans le Web3 et dans la tech qui nous expliquent que la réglementation représente la compliance représente un budget de plus en plus important dans leur business en vérité, au détriment parfois de stratégie business, marketing, etc. Dans votre cas à vous, par exemple, alors, sans forcément donner un chiffre extrêmement précis, mais ça représente quoi justement le respect de cette réglementation et le département compliance dans un fonds? Est-ce que vous aussi, ça représente un aspect monstrueux de votre business model ou ça va en vrai Alors oui, c'est un budget très important. Par contre, en fait, cette compliance rend le produit fonds d'investissement crypto distribuable et passeportable en Europe. Et notre travail, c'est de finalement rendre ce coût de la compliance moins important pour un plus grand nombre de fonds. Donc on travaille plutôt avec, et donc on ne le voit pas en opposition en termes de budget. Et parce que ça a un coût important, il y a un intérêt à le mutualiser et à le partager entre différents fonds d'investissement. Et donc si un promoteur vient nous voir avec un projet, eh ben, on sera moins cher que si lui il met en place la structure qu'on a mis nous en place. Ouais, ça me rappelle les émetteurs de monnaie électronique où finalement c'est plus facile de louer la licence plutôt que de devenir soi-même EME par exemple. C'est ça. On est un peu un loueur de licence, un peu plus de ça que ça, parce qu'on est quand même responsable généralement de tous ces aspects conformité et réglementaire. Et c'est quoi d'ailleurs les principaux risques? Alors tu nous as parlé évidemment des termes juridiques, mais très concrètement c'est quoi? C'est vraiment du financement du terrorisme, de la lutte anti-blanchiment d'argent, l'évasion fiscale. C'est quoi qui revient le plus souvent ou ce sur le quoi vous êtes peut-être le plus vigilant en termes de proportion de risque? Alors, tu as identifié un des premiers, un des sujets principaux, pour nous, mais pour le régulateur aussi, les risques de blanchiment et de fraude fiscaux, qui sont rattachés d'ailleurs au blanchiment d'argent. Et le deuxième, si je dois en prendre un deuxième, je pense que c'est la détention des actifs.
Et c'est un enjeu majeur aussi, parce que nous, en tant que gestionnaires de fonds régulés ou régulés, supervisés par nous, on n'a pas le droit de détenir les actifs. Pour de très bonnes raisons historiques dans le passé, on ne mélange pas la gestion avec la détention des actifs. Donc on travaille avec des dépositaires, ça a été un gros enjeu d'ailleurs pendant notre licence, pour avoir ce setup où il y a le gestionnaire du fonds, le fonds d'investissement, et puis ce troisième acteur très important qui est une banque dépositaire ou un dépositaire. D'accord, et vous êtes chargé de vous assurer de la compliance des deux, le dépositaire et le gestionnaire d'actifs. Et le dépositaire est également en charge de vérifier que nous, on fait bien notre travail et que... C'est un contrôle croisé, mutuel, on va dire. Croisé, exactement. Et c'est des entités qui doivent être indépendantes. Donc, ok, ouais. Je comprends. Ok, on va parler maintenant justement de la partie de l'innovation que vous avez apportée. Jusqu'à présent, vous avez été les premiers, c'est ça, à apporter une opportunité Web3 auprès des gestionnaires d'actifs. Est-ce que tu peux nous expliquer là aussi concrètement pourquoi est-ce que ça n'avait pas été fait avant? C'était quoi la véritable barrière à l'entrée? Et donc très concrètement, là aussi, pour vraiment que tout le monde comprenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, dans un produit structuré, ajouter du token? Ou est-ce que ça peut être, ou c'est de l'equity d'un projet crypto? Enfin, explique-nous très concrètement qu'on comprenne, s'il te plaît. Donc j'ai mentionné avant en réglementation européenne, AIFMD, donc, qui supervise les gestionnaires. Ça existe depuis plus de 15 ans. Ça est très courant dans le monde du private equity et du VC. Donc il y a beaucoup de compagnies comme la nôtre, qui sont concurrentes de la nôtre, qui ont ces licences-là. On a également cette licence, on l'a obtenue en même temps que celle sur les crypto-monnaies. Celle sur les crypto-monnaies, le défi, pour nous, c'est finalement autour d'un fonds d'investissement, il y a besoin de plusieurs acteurs. J'ai mentionné le dépositaire, mais on est obligé d'avoir une assurance, et on en parlait avant avec Owen, très compliqué d'obtenir une assurance responsabilité civile quand on fait de la crypto. Donc pour nous qui faisons de la gestion sur de la crypto, c'est un peu plus compliqué encore. Donc les prestataires autour du fonds ont été difficiles à identifier. Et je pense que c'est la partie la plus compliquée. Et après, pourquoi il n'y en a pas eu d'autres qui l'ont fait avant nous? Je pense que le monde du Web3 n'était pas encore assez mature il y a 3-4 ans quand nous on s'est lancé pour aller parler aux institutionnels ou réussir à parler un vocabulaire qu'un institutionnel ferait. Et de l'autre côté, le monde traditionnel private equity, qui avait des sociétés de gestion comme la nôtre, ils n'étaient pas non plus eux prêts à aller vers la crypto parce que ça leur faisait encore peur, il y avait encore des scandales, on a encore eu pendant quand on a fait notre dossier. Et je pense qu'on a eu la chance d'avoir cet investisseur principal qui a eu cette vision sur le projet. Et on a surtout, c'était notre focus numéro 1. On n'avait que ça comme objectif. Alors qu'une société qui avait déjà ce type de licence, qui allait chercher une extension, elle pouvait ne pas être concentrée à 100%. Et on était, je rappelle, après Covid, on en a parlé cet après-midi, énormément d'argent sur le marché, énormément d'argent en private equity et en VC, avec beaucoup d'achats de boîtes. Donc tous nos potentiels concurrents, ils profitaient du marché à plein, ils développaient plein de fonds d'investissement en private equity et en venture capital. Donc aller chercher une nouvelle classe d'actifs où la rentabilité n'était pas certaine. Et puis en interne, c'est des gens qui ont peut-être 15 ans, qui sont peut-être de travail dans le monde de finance traditionnelle. Avant de migrer vers le Web3, c'est un peu plus long. Ok, et sur la deuxième partie de ma question, alors donc très concrètement, ça veut dire quoi justement au niveau des allocations dans les produits structurés? C'est quoi? C'est du token? Ouais. On a tout. Alors on a des promoteurs qui viennent d'univers différents. Je dirais qu'on a deux familles de clients. On a ceux qui viennent de la finance traditionnelle d'abord, et eux ils vont chercher plutôt une allocation active ou dans des tokens de manière active. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du top 100 et ils veulent des stratégies peut-être d'arbitrage, donc finance traditionnelle. Ils vont utiliser produits dérivés, donc très intéressés par les perpetual swaps,
qu'il y a sur le marché ou les options d'un côté. Et de l'autre côté, on a les gens qui viennent du Web3, qui ont eu beaucoup de succès sur les dernières années. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des moyens financiers, ils ont envie de développer l'écosystème. Et eux, ils vont investir dans des sociétés actives dans le Web3. Et là, c'est plus du token, c'est peut-être de l'equity dans les sociétés Web3, des fois des ICO, des fois des contrats pour token futur, ce genre de choses. Et alors, en termes de prestataires, parce que vous n'êtes pas PSAN par exemple, donc vous pouvez pas, le dépositaire il est peut-être même pas PSAN, donc lui peut-être il peut même pas détenir les actifs pour le compte d'autrui, et dans ce cas-là vous êtes obligé de passer peut-être par des prestataires. Vous prenez quoi, des échanges centralisés, vous prenez des, peut-être tu peux en nommer, je sais pas, quelques-unes, mais voilà qu'on voit comment l'écosystème Web3, vous avez pu aller choisir les meilleurs prestataires. Donc nous effectivement on n'est pas PSAN et de toute façon de manière générale on est construit pour ne pas détenir les actifs, on n'a pas le droit, peu importe le type d'actif, donc ça aurait jamais été une volonté. On est obligé d'avoir un dépositaire, c'est par la loi, donc on utilise un dépositaire qui lui sous-délègue ce travail de détention à un PSAN ou demain un CASP si on parle MiCA. Et des exemples de noms en solution robuste, connue, on a Zodia, qui est un acteur finance, ils ont en actionnariat de la finance traditionnelle, c'est 2 grandes banques qui sont derrière. Après, en plus local, en français, on travaille avec Fipto. On travaille aussi avec, on est en train de commencer à voir pour travailler avec CoinHouse. Et tu as parlé d'exchange centralisé. Là, on va plutôt être intéressé de travailler avec eux pour aller chercher de la liquidité et pouvoir acheter des tokens et ce genre de choses, plutôt que pour leur service de custody, même si certains ont certaines licences pour devenir custodian. Voilà. Ok. Et vous privilégiez des acteurs européens ou pas forcément? Oui, parce que grâce à MiCA et grâce au statut CASP, on sait qu'ils vont remplir un certain nombre d'exigences réglementaires qui vont être compatibles avec nos activités et avec les attentes qu'on a. On peut travailler avec des gens en dehors de l'Union européenne. Bon, c'est toujours en Europe, mais ils n'ont pas MiCA. On peut parler des Anglais. On travaille avec un broker en Angleterre de crypto-monnaie qui agrège la liquidité d'une dizaine d'exchanges. C'est un exemple. Ça requiert de notre part des diligences plus importantes pour démontrer qu'il est régulé de la même façon ou au même niveau qu'une entité CASP en Europe. Donc on a une grosse préférence pour CASP parce que ça simplifie les démarches, mais on peut travailler avec d'autres acteurs si c'est important. Tu parlais de l'Angleterre, c'est intéressant. Parlons de concurrence, justement. Oui. Donc on sait que l'Irlande est un pays qui est assez en avance aussi sur les activités que vous proposez, mais également les pays anglo-saxons, Angleterre, mais aussi évidemment États-Unis. Comment, chez Six Monks, vous maniez cette concurrence? Comment vous l'anticipez? C'est quoi, innover toujours plus différentes réponses. D'un côté, il y a des géographies qui nous intéressent. Donc, on est en train de réfléchir à faire quelque chose en Irlande. Parce que dans le monde des fonds d'investissement, en dehors de cet attrait pour la classe d'actifs, dans le monde des fonds d'investissement, il y a 2 places importantes en Europe, c'est Dublin et Luxembourg. Donc forcément, on regarde Dublin ou l'Irlande avec intérêt. Ensuite, le monde du fonds d'investissement a toujours fonctionné au niveau... quand on parle avec des institutionnels, les plus gros, a toujours fonctionné avec différents points d'ancrage sur différents endroits sur la planète. Un asset manager sérieux va forcément avoir un bureau à Luxembourg, aux États-Unis, à Singapour ou à Hong Kong, à minimum. Donc, on regarde plutôt ces places-là, pas comme des places concurrentes, mais comme des places frères ou sœurs, avec qui on va travailler à un moment donné. Et on est en train de réfléchir à des partenariats stratégiques pour éventuellement offrir des solutions, pas seulement en Europe, mais au niveau international.
peut-être un point important, c'est les fonds d'investissement aujourd'hui en crypto, il y en a vraiment en univers régulé, en dehors des ETF, tous maintenant très connus, ça n'existe pas ou presque pas. 90% des fonds d'investissement en crypto sont aujourd'hui au Caïman. Si on va parler à une banque, un assureur et qu'on veut vendre un produit fonds d'investissement en crypto et on lui parle des Caïmans en plus, c'est à peu près garanti que jamais il achètera votre produit. Tout notre objectif, c'est de ramener certains de ces fonds qui sont offshore, Caïmans, les plus sérieux, en Europe, dans une juridiction qui est reconnue pour le faire, et offrir un produit régulé aux investisseurs. Et tout ça va drainer de l'argent dans l'écosystème. Et si on fait bien notre travail, on devrait apporter du capital. Question retail. Est-ce que les fonds dont vous avez la gestion, à un moment donné, vont pouvoir rentrer entre les mains du retail via des banques d'affaires, via l'assurance vie, donc vraiment des produits du quotidien? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on va voir arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines années? Est-ce que vous positionnez sur ce terrain-là? Ouais. Aujourd'hui, les régulateurs sont plutôt pas encore ouverts à cette ouverture vers le retail. Nous, on est soumis à la réglementation européenne des fonds alternatifs. Les fonds alternatifs, de manière générale, sont à destination d'investisseurs bien informés, on appelle ça well-informed investor, ou alors investisseurs professionnels. Les well-informed sont en quelque sorte un dérivé d'un client retail. C'est juste quelqu'un qui a un peu plus l'habitude et qui a une capacité financière de dépenser un ticket minimum. Le ticket d'entrée. Voilà. Donc, quelque part, oui, on va pouvoir investir dans ces typologies de fonds. C'est quoi le ticket d'entrée à peu près en moyenne? C'est 100 000 euros. Mais il y a des courtiers aujourd'hui qui permettent de rendre accessibles des produits qui normalement ont des tickets d'entrée à 50K voire plus et qui permettent. Alors je sais que ça existe dans l'ingénierie financière peut-être plus traditionnelle. Bien sûr. Alors nous, ce n'est pas un focus qu'on a parce que clairement notre objectif c'est d'aller parler aux professionnels et aux institutionnels. C'est de vendre ces solutions-là à des banques ou à des assurances. Il y a aussi des effets de seuil. Travailler 1000 clients, même à 100 000 euros, vs quelques-uns avec des tickets à plus de dizaines de millions d'euros, ce n'est pas le même travail, ce n'est pas le même métier. Nous, on est plutôt équipé pour la deuxième catégorie, on est plutôt équipé pour fournir le produit et laisser après aux promoteurs cette gestion-là. On sait que la vision institutionnalisée vers le retail risque de s'ouvrir. L'ESMA est en train de faire une consultation sur le domaine. On va voir ce qu'il en sort. On pense peut-être une petite ouverture avec une possibilité d'allouer dans des fonds pour type retail une petite poche. Mais bon, ça c'est que mon avis à moi. On va voir. Ok. Dernière petite question, la même que pour Blair tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous raconter une anecdote ou une situation que tu as vécue dans ces premiers mois, ces premières années maintenant, parce que 2021, tu disais pour le début, que tu veux peut-être nous partager? Ouais, c'est peut-être un message pour tout le monde, mais je pense que tout le monde ici a un peu cet état d'esprit quand on est dans le Web 3 de croire dans ce qu'on fait. L'anecdote pour Sixtem la plus marquante, c'est la date à peu près à laquelle on a envoyé notre dossier de demande de rencontre avec le régulateur pour présenter notre projet et lui demander qu'on aimerait avoir un AIFM agréé en crypto. Donc pour ceux qui se rappellent, on a envoyé un email début novembre 2022. Donc quelques jours FTX. Avant FTX, et donc la réunion pour présenter notre projet, c'était juste après. Donc forcément, on s'attendait un peu à la question du régulateur. Mais après, notre cas... Vous étiez au courant de FTX? Ouais. Ouais. Okay.
alors, certains dans la salle, parce qu'ils ont mis nous, on est venu présenter notre dossier. Ils ont mis dans la salle des gens qui étaient crypto-enthousiastes et donc qui étaient très intéressés et savaient exactement, et ils nous ont posé directement la question. Bien sûr, il y avait des gens chez les régulateurs qui étaient beaucoup moins proches de la crypto et ne connaissaient même pas le nom FTX. Par contre, bien sûr, ils nous ont demandé ce qu'on en pensait, l'impact sur notre projet, si c'était une bonne idée maintenant, enfin, ce genre d'éléments. Et en fait, notre réponse a été finalement assez simple. Avec des acteurs comme nous et avec le type de régulation qu'on met en place, un FTX, ça ne peut pas arriver. Parce qu'on sépare des pouvoirs, on met des niveaux de contrôle et finalement, on aide à avoir un marché sain. À assainir le marché. Ouais. Merci beaucoup, Quentin. C'était un plaisir. Merci. À bientôt.